Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Euh, En vrai, je me suis énormément posé la question de savoir quand est-ce que j'allais reprendre les vidéos. J'ai eu envie de faire une vidéo lorsqu'on était au début de l'année, et ça aurait été bien parce que ça aurait ensuite été le début d'une grosse chandelle verte, donc ça aurait été bien d'un point de vue street cred. Et en plus, j'ai failli faire à nouveau une vidéo lorsqu'on était à 20K, et je l'ai pas fait. Mais du coup, ça sert pas à grand chose d'en parler. Mais là, ça fait la troisième fois que ça me titille, donc je me dis je vais le faire. Je ne sais même pas si je suis encore capable d'avoir un rythme soutenu pour faire des vidéos YouTube. Mais si jamais c'est trop lent, ben, n'hésitez pas à mettre ça en vitesse x2 ou en vitesse 1.5. C'est à vous de voir ça. Je suis assez content d'être de retour. J'espère que c'est la première vidéo d'une longue série, et on va un peu parler dans cette vidéo de Bitcoin, notamment de Bitcoin, d'Ethereum également. Et on va parler de ce qui m'a donné envie de refaire les vidéos. Donc vous pouvez voir sur mon chart, j'ai cette ligne jaune ici verticale qui est vers fin juin, et c'est dans 3 mois. Qu'est-ce qui se passe dans 3 mois? Sur Twitter, il y a Balaji, qui est un millionnaire, ancien CTO de Coinbase, figure assez prominente de l'espace tech, entrepreneur, conférencier, qui est assez pris au sérieux en fait on va dire en tant qu'analyste, parce que en 2020 il avait prédit en fait l'ensemble des conséquences. Mais quand je dis l'ensemble, c'est vraiment, il avait fait un tweet en disant voilà, il va se passer ça en cas de pandémie mondiale. Donc en janvier 2020 il avait déjà fait ce genre de prédiction, et à cause de ça, parce qu'il a eu raison une fois, je dis pas parce qu'il a eu raison une fois qu'il va encore avoir raison, mais parce qu'il a eu raison une fois, on a tendance à le prendre au sérieux. Donc on est aujourd'hui dans un cas où il y a pas mal de regards qui se tournent vers lui en raison d'un pari qu'il a accepté. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est James Medlock, j'ai aucune idée de qui c'est, mais qui doit être quand même assez bien connecté, vu que Balaji dit écoute, moi je prends ton pari, et il doit avoir la liquidité aussi pour, j'imagine, qui dit voilà, je parie $1 million à n'importe qui que les États-Unis ne rentreront pas en hyperinflation. Ce à quoi Balaji a répondu écoute, moi je prends ton pari, j'accepte ton pari, et en fait je vais même plus loin, je dis que Bitcoin va aller à $1 million dans les 90 jours. 90 jours, c'est très très court, donc ça voudrait dire que Bitcoin ferait un plus de 4000%. C'était il y a 4 jours, hein, son pari, et on était à 26K, là on est déjà à nouveau à 28. Mais son pari, du coup, est sur une durée très très courte. Alors autant il y a des gens qui disent voilà, en termes de target, il y a énormément de gens qui en parlent des $1 million déjà depuis un certain temps. Il y a Cathie Wood notamment, il y a vraiment un ensemble d'analystes qui sont en mode voilà, Bitcoin $1 million dans 10 ans, oui, dans 10 ans c'est pas impossible, dans 90 jours ça semble assez rapide, et tout est lié en fait à cette histoire d'hyperinflation aux États-Unis. Et Balaji en fait a fait un thread sur Twitter, et a fait toute une analyse par rapport à ce qui se passe en cas d'hyperinflation. Et ça fait totalement écho, j'imagine, vous avez entendu au journal par exemple que la SVB, donc plusieurs banques américaines ont fait faillite, notamment la SVB, il y a eu Signature, il y a eu Silvergate, il y a eu, je sais pas c'était quoi la dernière, il y avait eu, ça s'appelle comment, Truc République, soit c'est pas important. Plusieurs banques qui ont eu des problèmes d'illiquidité, et selon Balaji, en fait, il y a un ensemble de banques qui sont dans le même cas que ces 4 banques qui ont fait défaut, mais on ne parle pas là de 4 banques, on parle vraiment de de centaines, voire de plusieurs centaines de banques. Donc, selon lui, on n'est pas dans une crise d'illiquidité, mais on est vraiment dans une crise en fait d'insolvabilité, ce qui est un degré au-dessus, c'est-à-dire que illiquide veut dire qu'on n'a pas les fonds directement, insolvable, ça veut dire qu'on n'a pas les fonds du tout. Ce qui lui fait dire que on a toutes les chances, et c'est notamment ce risque par rapport aux banques qui lui fait dire que les États-Unis, et par extension l'Europe, ont un risque en fait de défaut par rapport aux banques. Et s'il y a un défaut, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces 2 derniers jours, il y a eu des annonces de la Fed, mais également de la Banque Centrale Européenne, de la Banque Centrale Suisse, je pense également de la Banque Centrale du Japon, qui ont fait des annonces pour dire voilà, on va soutenir en fait l'impression monétaire américaine, et on va également faire de même. Ce qui est assez
on sait ce qui se passe en cas d'impression monétaire trop grande. Alors moi j'ai tendance à dire que ça va aller vers l'inflation au moins. Il y a beaucoup d'économistes, et ils ont certainement raison, mais moi je ne suis pas économiste, donc je fais simplement que donner mon avis, mais il y a beaucoup d'économistes qui disent voilà, l'impression monétaire ne donne pas lieu obligatoirement à une inflation, mais dans ce cas-là, on arrive dans une espèce de pattern où en 2020, on a eu un ensemble d'impressions monétaires. Là, on répète le process et on va même plus loin parce que dernièrement, la Fed a dit on est là pour supporter les banques à tout prix. Et ce à tout prix, ça fait un peu peur parce qu'à partir de ce moment-là, c'est assez rapide s'il y a vraiment trop d'impressions monétaires, pour moi, l'inflation me semble inévitable et l'hyperinflation n'est pas loin. Ce qu'il explique dans son thread, Balaji, en fait, c'est que l'hyperinflation, ça arrive de manière incontrôlée et très très rapide. Donc, il prend des exemples. Il montre ici un ensemble d'exemples d'hyperinflation qui sont passés dans différents pays. On ne parle pas d'une grande puissance. On ne parle pas des États-Unis. Mais il prend l'exemple par exemple de la Hongrie où pour le temps nécessaire pour que le prix double, donc parce que vraiment inflation et dans ce cas-là hyperinflation, pour que le prix double, on parle de 15 heures. En Hongrie en 1945. Alors c'était après-guerre, c'était la Hongrie, c'était pas non plus le plus gros pays du monde. Mais on a quand même l'Allemagne en 1922. Alors l'Allemagne en 1922, je pense pas que c'était le pays non plus la plus grosse puissance d'Europe. Et on était sur 3 jours pour que les prix doublent. Donc vraiment, en termes d'hyperinflation, ça va vite. Donc ici, dans le tas, on n'a pas forcément énormément de gros pays. C'est-à-dire, on n'a pas l'Angleterre, on n'a pas, je pense à quoi, aux Pays-Bas. On n'a pas des grosses puissances mondiales qui sont représentées dans cette table d'hyperinflation. On a la France en 1795, donc voilà, ça remonte. Mais bon, voilà, c'est son avis et je trouve que c'est intéressant. Alors, mon avis personnel par rapport à ça, est-ce que Bitcoin peut aller à $1 million dans 90 jours? 90 jours, c'est ici. Quand je prends le chart, et faut relativiser par rapport au chart, $1 million, voilà, on est loin, quoi. On est vraiment très très loin. Si on le prend en log, évidemment, il y a des gens qui vont dire « en log, ça va, hein ?» Et c'est vrai, en fait en logarithmique ça semble pas si loin, mais en 90 jours il va falloir vraiment y aller. Donc moi son histoire de Bitcoin à $1 million, j'y crois pas trop, donc faut pas être non plus trop emballé par cette histoire. Néanmoins je trouve ça intéressant et ça m'a donné envie de reprendre les vidéos, donc je me permets d'en parler. Je pense que ça peut être un bon catalyste, cette histoire de Bitcoin à $1 million. Parce qu'on a toujours besoin d'un narrative. Et là, pour le moment, le narrative sur Bitcoin, c'est les banques sont en train de faire défaut. Bitcoin est potentiellement un asset où on peut trouver une valeur refuge. Et donc voilà. Donc à ce niveau-là, on a cette espèce de narrative en ce moment avec les banques et avec l'hyper-bitcoinisation. Donc ça m'a donné envie de refaire les vidéos et de reprendre au moins pendant, on va dire 90 jours pour voir comment est-ce qu'on évolue par rapport à ce pari. Mais comme j'ai dit, j'y crois pas trop et de toute façon, j'ai pas trop envie que ça arrive. C'est-à-dire que la première idée qui m'était venue à l'esprit lorsque j'ai entendu ce $1 million, j'étais en mode ouais, brother, chaud carrément, c'est la porte ouverte pour devenir millionnaire, enfin. Et en fait, en y réfléchissant, une hyperinflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des prix sont en train d'augmenter, ça veut dire que l'économie américaine est en train de se faire déchirer. Et au-delà en fait du problème économique, moi c'est davantage les problèmes sociaux les crises sociales et civiles qui pourraient en fait en découler. Parce que à mon avis, si on a un Bitcoin à $1 million, c'est pas forcément une bonne chose pour, on va dire, la paix en général et dans la rue, quoi. Il risque d'y avoir pas mal de problèmes d'un point de vue social et civil si on a un Bitcoin à $1 million. Donc je suis pas chaud. Un Bitcoin à 100K, ouais, je suis chaud. Ça me dérangerait pas. Ce serait même cool. En attendant, est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Et c'est pour ça qu'on va faire un peu d'analyse technique. Voilà, c'était une espèce de longue intro, de longue digression. J'espère que vous êtes toujours là. Et faites-moi savoir, montrez-moi un peu de love dans les commentaires, comme ça je sais que je suis
suis pas un gars qui parle tout seul dans son micro, devant son écran, mais il y a quand même quelques personnes qui sont là pour réagir. Bref, donc, d'un point de vue analyse technique, bon, je vais prendre ce chart qui est un dinosaure qui va à $1 million. C'est mon analyse technique. Ce sera peut-être ma vignette, je sais pas. Ça ou bien un titre du genre Le pari fou de Balaji avec $1 million dans 90 jours. Je pense que ça fait un bon titre YouTube, ça, à la limite. Mais après, je suis tellement pas dans le YouTube game que c'est un peu difficile à dire. Bref, d'abord prendre le chart ici, pas d'indicateur. On va prendre le chart en mensuel. Ça fait longtemps le mensuel. Quand je regarde le mensuel, il y a différents niveaux qui me sautent aux yeux. Il y a les 35K qui sont clairement le niveau de support qui a cassé, qui devrait faire office de résistance avec possibilité d'aller venir chercher une mèche. Si on vient taper, enfin imaginons qu'on vienne chercher au-dessus, mais ensuite qu'on vienne former une mèche avec une chandelle comme ça. En mensuel, c'est tout à fait possible. Oups, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai appuyé sur un truc de mon clavier. Bref. Donc pour moi, ça c'est les deux niveaux qui sont intéressants sur Bitcoin. C'est en mensuel, c'est 35 et 38. Alors, on va ajouter à ça ce niveau-ci, qui est l'ancienne résistance qu'on a cassée ici. Donc l'idée, c'est de se dire, si jamais on a un retest, c'est là que vous voulez prendre une position en vous disant ok, il y a moyen qu'on aille chercher les 35K. Donc c'est 23, 24 avec 35. C'est les deux niveaux et on va ajouter à ça un dernier niveau en mensuel qui est si on fait une extension FIB à 50%, qui est en fait les 30K, qui est également 30K qui est également un niveau psychologique en fait de chiffre rond, donc à garder en tête. Ça c'est les différents niveaux qui m'intéressent, et en fait quand on va en weekly, on peut voir que ces niveaux correspondent assez bien au niveau en weekly, donc pour moi c'est des niveaux qui sont assez importants. D'autant plus que quand on regarde donc la moitié de ce range avec l'extension, c'est quoi? C'était, comme j'ai dit, en mensuel c'était l'ancienne résistance. Ici on peut voir on est venu taper plusieurs fois. Et ici, du coup, ça, c'est là le support à tenir. Si on passe ici en dessous, donc 23-24, pour moi, c'est mort. Ça veut dire que ça, c'était encore un fake out. Au mieux, on continue à faire du range. Au pire, on pourrait même carrément revenir chercher les 15K. Ça, c'est d'un point de vue technique. Donc ça c'est pour moi l'endroit qui est absolument à tenir. Est-ce qu'on va faire un retest? En fait le truc qui serait le plus bullish, c'est qu'on fait même pas de retest en fait de cette zone et qu'on continue. C'est parce que si on commence à retester ici comme ça, c'est limite presque bear. Même si techniquement ça reste un niveau où il faut acheter, c'est même presque bear en fait si ça se passe, parce qu'on a eu une impulsion à la hausse qui est telle que c'est pas quelque chose qu'on a envie de revoir forcément. Donc ça c'est la zone à tenir, et on peut voir également la zone des 30K, donc qui a l'extension à 50%. C'est également cette petite zone ici, donc on peut voir on a une petite zone une petite consolidation avant d'avoir la cassure, et ça nous met également dans cette zone de support. Donc ça c'est également quelque chose qui m'intéresse. Donc 30K, et on n'est pas loin vraiment des 30K, donc à 28 c'est pas loin. Si on avait passé au-dessus, je pense qu'on peut aller chercher les 35 voire les 38. Donc ça c'est vraiment les quelques niveaux qui m'intéressent, on va dire. Je pourrais même mettre ça à 36-37 en termes en weekly. Donc avoir un truc qui ressemble à ça. Et là on a les différentes zones qui sont intéressantes pour moi. C'est-à-dire acheter ici dans le vert, voir comment est-ce que ça évolue ici vers les 30K. Et ouais, j'ai pas trop envie de tenter le diable. Après en hebdo on a également quoi? On a le cloud, Ichimoku. On peut voir, on a intégré le nuage. Généralement, en termes de trading, on a tendance à dire, quand on réintègre un nuage, on a tendance à aller vers l'autre, la borne opposée. C'est-à-dire qu'ici, on a, on peut voir, hein, on est à nouveau dans le range, on vient chercher la partie basse du nuage, le nuage. Il n'y a pas beaucoup
Ouais, ici on a un exemple, voilà, on est à l'intérieur du nuage, on va chercher la partie haute du nuage. Est-ce que ça va se passer? Honnêtement, je sais pas, parce que c'est pas quelque chose que je traite personnellement, je trouve ça difficile, parce que quand on a ce genre de setup, c'est en mode, ouais, on va aller chercher la partie haute du nuage, mais après, si on fait du range, ouais, on est venu chercher la partie haute du nuage, mais on a fait juste quelques pourcents, on est loin d'aller chercher, par exemple, dans ce cas-ci, les 43K. Donc je suis un peu cautionneux par rapport à ça, et je préfère rester sur les quelques niveaux qui sont là, tels quels. En daily, les niveaux c'est les mêmes, hein. Ici on est carrément sur, on est en train de taper sur cette ancienne résistance ici, ancien support, et on est en train de travailler. Personnellement, tel qu'on est parti, et là je vais commencer à partir dans des petites time frames, donc ça prendra avec des... Ce qui me paraît intéressant à acheter, c'est si jamais on vient retester ici. On peut voir qu'on a résistance, on reteste en tant que support, on fait un test dans... À mon avis ici il y a de la liquidité. Donc pour moi ça me semble intéressant. Et je vais remettre ça en vert. Je crois que j'ai pas un green. Sauvé par défaut, soit. Et en intraday, ça me semble intéressant de chercher à acheter cette zone-là, en se disant qu'on peut venir avoir une consolidation ici, venir travailler cette zone de 30K pour aller chercher les 35. Ça, c'est ce que je vois en ce moment. On a eu un mouvement à la hausse qui est assez important. Si on vient pas rechercher en fait les 24K, honnêtement, c'est limite ce que je préférerais, même si je prendrais une position en 24K. Mais en intraday, vu tel quel, si on vient chercher déjà les 26,5, honnêtement, je prends position ici en me disant ce que je veux jouer, c'est un range ici, une consolidation ici, avec un travail de la zone des 30K pour aller chercher plus haut. Voilà, ça c'est le game plan. Je cherche pas à shorter ça, je cherche à acheter seulement. Ici, je cherche à acheter, c'est dans la zone des 26,5, voire au 24 si on revient, mais j'espère pas qu'on revienne en fait au 24. J'espère vraiment qu'on vienne former une espèce on fasse une consolidation ici. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vais encore montrer un dernier truc, c'est si vous regardez ça comme ça, donc là j'ai un peu aplati le truc, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est dans cette zone. Alors, je vais le montrer comme ça. Ça c'est quoi? C'est une cassure de range, hein. Quand vous voyez ce genre de truc, et on est dans ce range depuis 6 mois, donc on a une cassure de range de 6 mois, voire plus. Surtout en hebdo, je conseille pas en fait de partir en mode ouais c'est un fake out, c'est n'importe quoi. Je ferai confiance à ce fake out en me disant que voilà, là on est parti et on est parti sur quelque chose qui peut trender. Dans le sens où on peut partir sur quelque chose d'assez positif. Aller chercher les 40K, c'est possible. Moi personnellement, je pense que avec l'état actuel, notamment le narrative avec les banques, c'est possible qu'on aille chercher les 40K. Donc c'est quelque chose que je garde à l'esprit. D'un point de vue technique, avec les différents niveaux que j'ai ici, avec 35-36, je pense qu'on peut venir vraiment chercher là, mais voire avoir des mèches avec un peu de folie qui viennent chercher beaucoup plus haut. Mais si on arrive à 40K, c'est pas l'endroit où je dirais ah 40K trop bien, on est en bull run. Non, pour moi ça c'est une zone dans laquelle il faut faire vraiment attention. Ça ici. Donc toujours prendre des pincettes, hein, par rapport à ce qui se passe sur le marché. Pour le moment, on est sur quelque chose de très positif. Mais si on vient chercher dans la zone des 40K, c'est l'endroit où je commence à vraiment sortir de beaucoup. Une grosse partie des bagues, je pense. Ça, ce sera à voir et j'en reparlerai dans les prochaines vidéos. Pour le moment, on n'est pas encore là. On est encore sous les 30K, donc il faut se calmer. Et j'espère vraiment qu'on a davantage une consolidation comme ça, qui donne lieu ensuite à une cassure pour aller chercher plus haut. Est-ce qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut? Je sais pas. Honnêtement, je préférais faire une espèce de formation qui est assez cool. Pour le moment, on a un mouvement à la hausse qui est assez puissant. Et BTC a tendance à faire davantage de la tendance haussière ou baissière et assez rarement finalement
enfin, sur du chop, si, beaucoup de chop, mais sur des échelles de temps plus petites. Mais généralement, lorsque BTC en tendance, j'ai tendance à dire, voilà, je me répète, pour moi, c'est quelque chose de positif, quoi. Donc voilà. À côté de ça, on peut parler d'Ethereum. Je parlais d'Ethereum Bitcoin parce que c'est un peu le baromètre pour les alts, et tant qu'on n'a pas une situation, il faut se rappeler que Ethereum aussi, pendant toute une période, et si on veut regarder comme de la même manière que je viens de le faire sur BTC, si ici ça c'est un petit range dans lequel on est depuis des mois, depuis 6 mois également, là ce à quoi on assiste, c'est une cassure de range. Donc moi dans ma tête je me dis, la zone où qu'on peut aller, enfin ce qu'on va aller chercher, c'est probablement cette zone ici. Donc on parle des 0.005, et ce qui m'intéresse, c'est davantage de regarder comment est-ce que les prix vont réagir ici pour commencer à chercher à prendre des longs ici. Si on commence à continuer ici, oh là là, j'ai même pas envie d'y penser, parce qu'à partir de ce moment-là, toute cette zone ici, c'est une zone de distribution, et ce serait vraiment dégueulasse, quoi. Donc à voir. C'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que, je crois que j'étais un peu long sur la fin, j'étais un peu chiant, mais j'espère que vous aurez quand même apprécié, et on se revoit la semaine prochaine quand je me sens bien pour faire une vidéo. On va dire lundi prochain, comme ça on prend rendez-vous entre guillemets. Allez, c'était Graph, en vous souhaitant une très bonne semaine. Tchuss.